Bienvenue sur Radio Lescaut. Radio Lescaut, c'est la radio qu'il vous faut. Aujourd'hui, au programme, le grand quiz de la vente. 50 questions, 50 réponses. Et on commence par le sujet des besoins et des biens économiques. Je rappelle qu'un besoin est quelque chose qui manque et dont la présence est indispensable à la vie. Par différence avec l'envie, il est un désir superficiel dont la satisfaction n'est pas indispensable à la vie. Un besoin est pour les êtres vivants une sensation de manque, de privation, d'insatisfaction qui les pousse à accomplir des actes perçus comme nécessaires, voire indispensables. Le but de ces actes, c'est de faire disparaître cette sensation de manque, la satisfaction du besoin. Question numéro 1. Il est souvent fait un classement des besoins humains en deux grandes catégories. Dites-moi quelles sont les deux grandes catégories de ces besoins humains. Oui, il est souvent fait un classement des besoins humains en deux grandes catégories. Il y a les besoins primaires ou physiologiques, qui sont les besoins vitaux et indispensables à l'existence, comme la nourriture, le logement, l'habillement et la santé. Et il y a les besoins secondaires ou de civilisation qui apparaissent après les besoins primaires, comme l'éducation, les loisirs et la sécurité. Question numéro 2. Identifiez dans les exemples à suivre quel est le besoin primaire, quel est le besoin secondaire. Exemple numéro 1. Boire. Besoin primaire ou besoin secondaire? Aller au cinéma. Besoin primaire ou besoin secondaire? Manger une pomme. Besoin primaire ou besoin secondaire? Dormir. Besoin primaire ou besoin secondaire? Lire. Besoin primaire ou besoin secondaire? Les bonnes réponses étaient pour les besoins primaires, boire, manger une pomme et dormir, et pour les besoins secondaires, aller au cinéma et lire. Question numéro 3. Je précise tout d'abord que les biens permettent bien sûr de satisfaire les besoins humains. Il y a les biens naturels ou libres qui se trouvent dans la nature, en quantité limitée, comme par exemple l'air, l'eau. Il y a les biens publics qui sont accessibles à tous et leur consommation par un individu ne prive pas les autres de les consommer de la même manière, comme par exemple l'éclairage public ou une émission de télévisée. Les biens économiques nés de l'activité humaine et transformés tout au long du processus de production peuvent être classés en deux catégories. Question numéro 3. Indiquez-moi les deux catégories des biens économiques. Les biens économiques nés de l'activité humaine et transformés tout au long du processus de production peuvent être classés en deux catégories. Les biens matériels, qui correspondent aux produits physiques durables et utilisables plusieurs fois, comme un meuble, un smartphone, mais également les produits physiques non durables et détruits à la première utilisation. La deuxième catégorie sont les biens immatériels ou les services, qui n'ont pas d'existence matérielle, comme des activités de service ou alors des prestations techniques ou intellectuelles, coiffure, consultation médicale. Question numéro 4. Les services peuvent être marchands, c'est-à-dire payants, comme une coupe de cheveux ou une place de cinéma, ou non marchands, et fournis gratuitement ou à faible tarif, comme par exemple un bus scolaire ou un gymnase. Vrai ou faux? Vrai. Les services peuvent être marchands, c'est-à-dire payants, comme une coupe de cheveux, une place de cinéma,
ou non marchands, il fournit gratuitement ou à faible tarif, comme par exemple le bus scolaire. Question numéro 5. Identifier les biens durables, les biens non durables et les services dans les exemples suivants. Une pomme, une télévision, un jouet, une baguette, une coupe de cheveux, un pompiste qui nettoie votre vitre, voici les réponses. La pomme et la baguette sont des biens non durables, car ils sont détruits rapidement. La télévision et le jouet sont des biens durables, car ils durent dans le temps. Et la coupe de cheveux et le pompiste qui nettoie une vitre sont des services. Question maintenant sur la codification et le conditionnement et l'emballage. Concernant la codification, il faut savoir que le code barre est la carte d'identité informatique d'un produit. Il indique la provenance géographique du produit, les références du fabricant du produit et le nom du produit. Question numéro 6. Quelle est la norme standard en nombre de chiffres du code barre? La norme standard du code barre se compose de 13 chiffres. Question maintenant concernant le conditionnement et l'emballage. Il faut savoir que l'étude du packaging consiste à choisir les couleurs, les matériaux, les formes, le graphisme donnés au conditionnement et à l'emballage dans le respect de fonctions techniques et commerciales diverses. Question numéro 7. Qu'est-ce qu'un conditionnement? Le conditionnement est la première enveloppe ou le premier contenant qui est au contact direct avec un produit, comme par exemple la bouteille d'eau en plastique. Question numéro 8. Qu'est-ce qu'un emballage? Un emballage, c'est l'ensemble des enveloppes successives ajoutées au conditionnement. C'est le deuxième contenant du produit, comme par exemple le film en plastique qui entoure les 6 bouteilles d'eau. Il protège le produit et facilite le transport et le stockage. Question numéro 8. Identifier l'emballage et le conditionnement dans les exemples suivants. Un pot de confiture, est-ce en emballage ou un conditionnement? Une canette de soda, est-ce un emballage ou un conditionnement? Un carton contenant 6 bouteilles d'eau, est-ce un emballage ou un conditionnement? Une bouteille d'eau, est-ce un emballage ou un conditionnement? Les réponses sont les suivantes. Le pot de confiture, la canette de soda et la bouteille d'eau sont bien entendu des conditionnements, car ils sont en contact direct avec le produit, tandis que le carton contenant 6 bouteilles est un emballage. Question numéro 10. Il existe deux types de fonctions pour le conditionnement et l'emballage. Indiquez-moi les deux types de fonctions
qui existent pour le conditionnement et l'emballage. Les deux fonctions qui existent pour le conditionnement et l'emballage sont les fonctions techniques et commerciales. Question maintenant sur la classification des produits. Je rappelle que la nomenclature classe les produits en deux catégories, alimentaires et PCC, c'est-à-dire produits de consommation courante, et marchandises générales. Les produits sont classés ensuite. Comment? Question numéro 11. Les produits sont classés ensuite par groupe, famille et sous-famille. Vrai ou faux? Vrai. La nomenclature classe les produits en deux grandes catégories, alimentaires PCC, produits de consommation courante, et marchandises générales, et les produits sont ensuite classés par groupe, famille et sous-famille. Question numéro 12. Indiquez-moi les 7 groupes alimentaires PCC et marchandises générales. Il y a 7 groupes pour les groupes alimentaires PCC et marchandises générales qui sont les suivants. Groupe 1, épicerie. Groupe 2, liquide. Groupe 3, produits frais. Groupe 4, DPH. Droguerie, parfumerie, hygiène. Groupe 5, équipement de la maison. Groupe 6, bien-être de la personne et loisirs. Groupe 7, habillement de la personne. Question sur la marque maintenant. Je rappelle que la marque est un signe distinctif qui permet à une personne physique ou morale de distinguer ses produits ou services de ceux des tiers. Une marque doit évoquer le produit et sa qualité et doit être facile à identifier, à prononcer et à mémoriser. Question numéro 13. Il faut savoir que la marque peut prendre différentes formes. Donnez-moi au moins 3 exemples de formes que peut prendre une marque. La marque peut effectivement prendre différentes formes, comme par exemple le nom de personne, le nom patronymique, comme la marque Michelin, puisqu'il existe un monsieur Michelin, ou la marque Citroën, puisqu'il existe un monsieur Citroën, ou Stéphane Plaza. Ça peut être également un pseudonyme ou un patronymique modifié, comme Bic. Un nom géographique, comme Volvic, Evian, Tahiti. Une combinaison de chiffres de lettres, une combinaison de mots et de dessins, comme la vache qui rit. Un nom fantaisiste, comme Elf, Tefal, des chiffres, des lettres plus des signes, comme Canal+, ou un nom commun, comme Trésor. Question numéro 14. Une marque est accompagnée souvent d'un logotype, et certains producteurs apposent en plus de leur logotype un signe distinctif comme certificat de qualité. Vrai ou faux? C'est vrai, une marque est souvent accompagnée d'un logotype et certains producteurs apposent en plus de leur logotype un signe distinctif comme certificat de qualité. Question numéro 15. Les marques sont classées en deux principaux types. Indiquez-moi les deux types du classement de ces marques. Il existe la marque fabricant, c'est-à-dire une même marque est utilisée pour tous les produits fabriqués par une entreprise, comme Peugeot, les voitures Peugeot, les vélos Peugeot, les outils de bricolage Peugeot. Et vous avez également la marque distributeur. Et on distingue dans la marque distributeur la marque qui est créée par un distributeur qui est différente de l'enseigne, comme par exemple les vêtements Tissaïa, mais qui appartiennent au distributeur Leclerc, et la marque où le nom de l'enseigne est directement utilisé comme marque et que vous trouvez sur les produits.
Question numéro 16. L'application sur un produit d'un label, d'une appellation d'origine contrôlée, AOC, d'une norme, obéit à des règles de fabrication précises. Vrai ou faux? Vrai. L'application sur un produit d'un label, d'une application d'origine contrôlée, AOC, d'une norme, obéit effectivement à des règles de fabrication précises. Question sur l'assortiment maintenant. Question numéro 17. L'assortiment est l'ensemble des produits vendus dans un magasin et peut être plus ou moins étendu dans un point de vente ou un rayon. Vrai ou faux? Vrai. L'assortiment est l'ensemble des produits vendus dans un magasin et peut être plus ou moins étendu dans un point de vente ou un rayon. Question numéro 18. Comment appelle-t-on la mesure de l'assortiment qui détermine le nombre de familles, sous-familles et segments proposés pour chaque groupe de produits? On appelle largeur d'un assortiment la mesure du nombre de familles, sous-familles et segments proposés pour chaque groupe de produits. Question numéro 19. Un assortiment est large si les familles de produits sont nombreuses ou étroit si le nombre des familles de produits est faible. Vrai ou faux? Vrai. Un assortiment est large si les familles de produits sont nombreuses ou étroit si le nombre des familles de produits est faible. Question numéro 20. Comment appelle-t-on la mesure de l'assortiment qui détermine le nombre de références offertes par famille de produits? On appelle profondeur d'un assortiment la mesure qui détermine le nombre de références offertes par famille de produits. Question numéro 21. Un assortiment est profond si les références sont nombreuses ou superficielles si le nombre de références est faible et que le client n'a pas beaucoup de choix. Vrai ou faux? Vrai. Un assortiment est profond si les références sont nombreuses ou superficielles si le nombre de références est faible et que le client n'a pas beaucoup de choix. Question numéro 22. Qualifie-moi l'assortiment. Large étroit ou profond superficiel dans les exemples suivants. Question 22. Donc, le magasin propose de nombreuses familles de produits et de références. Qualifiez-moi l'assortiment. Large, étroit, ou profond ou superficiel. Le magasin qui propose de nombreuses familles de produits ou de références est large et profond. Question numéro 23. Le magasin propose de nombreuses familles de produits et peu de références. Quelle est la qualification de l'assortiment? Le magasin qui propose de nombreuses familles de produits et peu de références est large et superficiel. Question numéro 24. Le magasin propose peu de familles de produits et de nombreuses références. Quelle est la qualification de l'assortiment? Le magasin propose peu de familles de produits et de nombreuses références, est étroit et profond. Maintenant sur la présentation marchande des produits et l'organisation de la surface. Il faut savoir que le linéaire est la longueur de présentation d'un produit ou d'une famille de produits sur un meuble.
mais que les niveaux de présentation du linéaire du meuble n'ont toujours pas le même pouvoir vendeur. Question numéro 25. Indiquez-moi les 4 niveaux de présentation des produits vendeurs sur un linéaire. Le premier niveau correspond au niveau du sol ou des pieds. Le deuxième niveau correspond au niveau des mains. Le troisième niveau correspond au super niveau. Et le quatrième niveau correspond au niveau des yeux. Et selon le niveau, le produit est plus ou moins vendeur par rapport à sa présentation sur le linéaire. Question numéro 26. Il existe au moins 2 types de présentation classique des produits les plus utilisés en linéaire. Quels sont ces 2 types de présentation des produits en linéaire? Les 2 types de présentation des produits les plus utilisés en linéaire sont la présentation horizontale et la présentation verticale. Question 27 sur l'organisation de la surface de vente. Car je rappelle que l'organisation de la surface de vente a pour objectif 1 de faire circuler le client dans tout le magasin. Et il y a une diagonale qui sépare la surface de vente en 2 zones. Question 27. Quelles sont les 2 zones? Il y a la zone chaude, dans laquelle le client passe obligatoirement, qui comprend l'entrée du magasin, et la zone froide, qui est la zone la plus éloignée de l'entrée du magasin, car il faut bien inciter le client à y circuler. Question numéro 28. L'organisation de la surface de vente a pour objectif 2 de faciliter le réapprovisionnement des rayons avec une implantation sur le pourtour du magasin. Des rayons boucherie, charcuterie traiteur, poissonnerie, rôtisserie, etc. Les zones interdites sont les zones qui ne sont pas accessibles aux clients. On peut distinguer 3 zones interdites qui ne sont pas accessibles aux clients. Donc la question 28 est: quelles sont ces 3 zones interdites qui ne sont pas accessibles aux clients? Les zones interdites qui ne sont pas accessibles aux clients sont les laboratoires, c'est-à-dire les zones de préparation des produits frais, les chambres froides, qui sont les zones de stockage sous température dirigée, et les réserves, qui sont des zones de stockage des produits avant leur mise en rayon. Question numéro 29. L'organisation de la surface de vente a pour objectif 3, maintenant, de favoriser le confort d'achat des clients grâce aux zones de circulation. L'entrée est généralement située à droite, les clients circulent ensuite naturellement de la droite vers la gauche pour rejoindre les caisses. On distingue différents types d'allées. Question numéro 29. Quels sont les 3 types d'allées, au moins, que l'on distingue dans l'organisation de la surface de vente? On peut distinguer l'allée principale ou pénétrante, qui guide le client de l'entrée vers le fond du magasin. L'allée centrale, qui coupe le magasin en 2, c'est l'allée la plus longue. Et les allées secondaires, qui permettent de circuler dans tous les rayons. Elles abritent les gondoles et rejoignent l'allée centrale, c'est en général une petite allée. Allons nous intéresser aux étapes de la vente, mais on va commencer tout d'abord par le comportement d'achat du client, avec la question numéro 30. Sachant que les motivations sont les raisons profondes et essentielles de l'achat, on distingue 3 motivations. Question numéro 30. Quelles sont les 3 motivations du client? Les motivations qui sont les raisons profondes et essentielles de l'achat sont, premièrement, les motivations personnelles ou hédonistes. C'est un achat personnel pour se faire plaisir.
Vous avez également les motivations oblatives, achat personnel pour faire plaisir aux autres. Et enfin, les motivations d'auto-expression, achat personnel pour s'affirmer vis-à-vis des autres. Question numéro 31. Parmi les exemples suivants, indiquez-moi les types de motivation: hédoniste, oblative, auto-expression. Un client s'équipe d'une chaîne hi-fi. Un lycéen se donne une image de sportif avec le dernier modèle de Nike. Un père de famille ayant 2 enfants de 9 et 16 ans achète un ordinateur familial. Un client s'équipe d'une chaîne hi-fi est une motivation hédoniste. Un lycéen qui se donne une image de sportif avec le dernier modèle de Nike est une motivation d'auto-expression. Et un père de famille ayant 2 enfants de 9 ans et 16 ans qui achète un ordinateur familial est une motivation oblative. Question numéro 32. Il faut savoir qu'à l'intérieur de la motivation, qui est à l'origine de l'achat, se placent également les mobiles, qui sont les sentiments qui poussent le client à l'achat. On regroupe les mobiles en 6 catégories selon la classification Sanka. Question numéro 32. Que signifie le S, le O, le N, le C, le A et le S du Sanka? Le Sanka signifie sympathie, orgueil, nouveauté, confort, argent, sécurité. Question numéro 33. Il existe 3 attitudes d'achat, 3 types d'achat. En question numéro 33, indiquez-moi les 3 types et 3 attitudes d'achat. Il y a l'achat de réflexion, qui entraîne une prise de conscience, une recherche d'information et une décision d'achat. L'achat d'impulsion, qui découle d'une décision d'achat prise rapidement à la vue d'un article, déclenchant ainsi une décision, ou un achat plaisir. Et vous avez l'achat habituel, qui résulte d'un acte répétitif, achat périodique, d'une fidélité à une marque ou d'un produit, d'un achat de produits banaux, par exemple. Question numéro 34. Il existe des freins à l'achat des clients. En effet, le vendeur doit repérer les freins d'achat du client pour les diminuer et développer les mobiles d'achat. Les freins d'achat sont des forces psychologiques négatives qui incitent un individu à ne pas acheter un produit. Donc un produit proposé à la clientèle ne sera vendu que si les motivations éprouvées par le client sont prédominantes sur les freins. On distingue donc 2 types de freins. Question 34. Quels sont ces 2 types de freins? Les freins sont les peurs, pulsions négatives dues à des difficultés tenant à l'emploi du produit ou service, comme par exemple la peur de ne pas savoir manipuler un appareil, et les inhibitions, qui sont des pulsions négatives causées par des motivations d'achat dévalorisées chez le client, la crainte d'être mal jugé ou d'être ridicule. Dans la phase de l'accueil, on distingue une règle, la règle des 4 x 20, qui a pour objectif de donner le meilleur de soi-même dès l'apparition du client. Question numéro 35. À quoi correspond la règle des 4 x 20? La règle des 4 x 20 correspond au principe des 20 premières secondes, des 20 premiers mots, des 20 premiers gestes et des 20 cm de notre visage. Question numéro 36.
Il existe deux types d'accroche du client. Question 36. Quels sont ces deux types d'accroche? Vous avez l'accroche classique. Le client cherche un vendeur du regard et vous pouvez utiliser la formule « Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous ?» Mais dans la mesure du possible, l'accroche du client doit se faire à partir du produit. Exemple, un client regarde un produit spécifique. Ce maillot fait partie de la nouvelle collection. La cliente a un article à main. Très original ce maillot. Avez-vous vu que nous avons le pantalon dans la même collection? Question concernant la recherche de besoins. Question numéro 37. Comment appelle-t-on l'écoute auprès du client? On dit que le vendeur doit pratiquer une écoute active, c'est-à-dire qu'il doit écouter ce que dit le client, le verbal. Mais il doit également observer le client et son comportement, le non-verbal, le questionner utilement et au bon moment, et surtout mémoriser les informations pour les réutiliser au cours de l'entretien de vente. Question numéro 38. Au cours de la recherche des besoins, on doit poser des questions, c'est ce qu'on appelle la phase de questionnement. Et le vendeur dispose de trois types de questions, par exemple. Indiquez-moi, la question numéro 38, les trois types de questions que vous connaissez. Il existe les questions ouvertes. Le client n'est pas guidé dans ses réponses. Il a pour objectif d'ouvrir le dialogue et de permettre au client de s'exprimer librement, notamment au début de l'entretien de vente. Vous avez les questions fermées. Le client a un nombre limité de réponses. Très souvent, elle entraîne un oui ou un non. Pour obtenir une réponse précise de la part du client, elle sert aussi parfois à vérifier un avis, une opinion, un fait. Cela s'effectue à tout moment de l'entretien de vente. Et vous avez les questions alternatives où le client a le choix entre deux solutions. Question numéro 39. Déterminez le type de question. Ouverte, fermée ou alternative. Question 39. Préférez-vous ce pull en vert ou en rouge? Quel est le type de la question? Préférez-vous ce pull en vert ou en rouge est une question alternative. Question numéro 40. Quand avez-vous acheté ce tailleur? Quel est le type de question? Quand avez-vous acheté ce tailleur est une question fermée parce que le client peut donner une réponse précise au vendeur. Question numéro 41. Bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous? Quel est le type de question? Que puis-je faire pour vous est une question ouverte. Et bonjour monsieur, que puis-je faire pour vous correspond à l'accroche classique du vendeur. Question numéro 32. Que fait le vendeur à la fin du questionnement pour résumer les principaux mobiles d'achat exprimés par le client au cours du questionnement, permettant ainsi de clarifier les informations données par le client et vérifier que le vendeur a bien compris le besoin du client. Comment s'appelle cette technique? Cela s'appelle la reformulation, qui améliore non seulement la qualité de la découverte du client, mais aussi celle de la communication de l'entretien de vente. Question numéro 43 sur l'argumentation. Comment appelle-t-on la technique de l'argumentation qui doit être solide? On utilise une méthode qui facilite la construction d'un argument. Question 43. Comment s'appelle cette méthode qui facilite la construction d'un argument?
Cette méthode s'appelle le CAP. C comme caractéristique, j'énonce une caractéristique du produit. A comme avantage, je formule un avantage lié à cette caractéristique du produit. P comme preuve, je prouve ce que j'affirme par une démonstration, un essayage. Question maintenant concernant les réponses au jeu d'objection. En question 44, je vais vous poser d'abord la question, il existe deux sortes d'objections. Donc question 44, indiquez-moi les deux types d'objections qui existent. On distingue des objections sincères qui correspondent à un besoin d'être assuré du client ou à un doute du client à cause d'un élément qu'il faut réexpliquer. Et vous avez les objections non sincères où le client cherche à obtenir certains avantages comme une baisse de prix ou le client n'est tout simplement pas tenté par l'achat. Dans ce cas, il va faire des objections fausses dans le but d'obtenir gain de cause ou alors pour refuser ou reporter l'achat. Question numéro 45. Quelle méthode utilise-t-on pour répondre à l'objection? La méthode ART de réponse à l'objection vous donne les règles de base. A. Tout d'abord, on accepte l'objection du client grâce à des mots tels que oui, je vois, je comprends. R. On réagit à l'objection en amorçant une réponse. Mais c'est la raison pour laquelle. Et le T comme traiter l'objection en argumentant sa réponse et en veillant à intégrer les étapes de la méthode CAP de l'argumentation. Et grâce au bonus, on contrôle si la réponse à l'objection a bien fait disparaître la préoccupation du client. Question numéro 46. Bien entendu, pour répondre aux objections, il existe des techniques de réponse aux objections. On en a vu 4 en cours. Donnez-moi au moins 2 techniques de réponse aux objections. Question 46. Nous avons vu en cours 4 techniques de réponse aux objections. La technique du questionnement, pour permettre au client de préciser son objection et au vendeur de trouver la réponse adaptée. Exemple, pourquoi pensez-vous que la qualité de ce papier n'est pas bonne? La technique de l'affaiblissement, qui permet de diminuer l'importance de l'objection. La technique de la compensation, ou du oui mais, qui permet de reconnaître une objection réelle en compensant le point faible du produit par ses avantages. Un exemple, oui, ce papier se pose avec raccord, mais il est très simple à poser. Et enfin, quatrièmement, la technique du témoignage qui permet de rassurer le client en lui présentant le témoignage d'un client, d'un professionnel. Enfin, la dernière question concernant la conclusion de vente. Il faut savoir que le client émet des signaux que le vendeur doit interpréter comme des feux verts, lui permettant donc de conclure la vente. On distingue donc 2 types de signaux. Question 47. Indiquez-moi les 2 types de signaux que le vendeur doit interpréter comme des feux verts. On distingue les signaux verbaux. Le client parle de l'utilisation future du produit, il pose des questions de détail. Et les signaux non verbaux, le client sourit, se détend, il manipule le produit et le garde en main. Question numéro 48. Le vendeur peut conclure de 4 manières différentes selon les situations et selon ses préférences. Question 48. Indiquez-moi au moins 2 techniques de conclusion que nous avons vues en cours sur les 4. Il y a la technique directe. Le vendeur demande clairement au client s'il achète le produit de manière à obtenir un exemple et un oui. Exemple, donc c'est bien ce modèle de mobile que vous préférez. Il y a la technique de l'anticipation. Le vendeur fait imaginer au client qu'il a déjà acheté le produit et qu'il l'utilise. Exemple, avec ce forfait, vous allez pouvoir choisir un mobile tactile pour 1 €. Il y a la technique alternative. Le vendeur demande au client de choisir entre 2 éléments qui vont l'orienter vers l'achat. Exemple, vous voulez être livré chez vous ou venir le retirer en magasin.
Et enfin, la technique de l'avantage. Le client peut bénéficier d'un avantage, mais sur une période limitée. Exemple, si vous souscrivez avant le 15 mars, nous vous remboursons 20 €. Enfin, les deux dernières questions. Il est essentiel de réaliser une vente additionnelle lorsque la vente principale est conclue. Mais une vente additionnelle peut proposer deux types de produits. Donc, question numéro 49. Indiquez-moi les deux types de produits ou les deux types de vente qui composent la vente additionnelle. Le vendeur peut donc proposer un produit complémentaire, donc une vente complémentaire au produit principal, ou un produit supplémentaire, donc une vente supplémentaire à la vente principale. C'est-à-dire que la vente complémentaire porte sur un produit, un accessoire ou un service qui viennent compléter l'achat en cours du client, et donc elle a un lien direct avec le produit principal, alors que la vente supplémentaire porte sur un produit ou un service différent du produit principal. Le vendeur peut profiter de l'intérêt du client pour lui proposer d'autres produits. Dernière question, question numéro 50. Comment s'appelle l'étape où le client ayant acheté, le vendeur doit se montrer disponible jusqu'au départ du client afin de l'inciter à revenir pour le fidéliser. Et si une vente a été réalisée, vous devez rassurer, féliciter naturellement le client, puis l'accompagner jusqu'à l'étape d'encaissement, le remercier et les saluer de manière personnalisée. Question donc 50. Comment s'appelle cette dernière étape? Il s'agit donc de la prise de congé du client. Car il est essentiel, une fois que la vente est terminée, de bien prendre congé avec le client en le félicitant, en le rassurant, en le remerciant, en le saluant et en le fidélisant. Voici terminé ce quiz de vente. 50 questions, 50 réponses. J'espère, messieurs et mesdames, que vous avez assuré. À bientôt, au revoir.